Le maître d'armes a convoqué ma mère, donc là j'étais là, oh non. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il va tout lui dire. J'ai pas été la plus sage. Quand j'ai intégré le club, très vite, des personnes qui faisaient de l'escrime depuis 3 ans, 4 ans, je commençais déjà à les battre, je m'entraînais avec les garçons, je fais vice-championne d'Europe cette année-là. Une part de j'y crois pas, je réalise pas. Donc on n'est pas tellement dans l'euphorie, moins que ce qu'on peut imaginer, après tant d'années d'attente. Il y a forcément une très grosse déception et c'est ça qui fait que derrière, il faut encaisser le contre-coup. Et c'est même si, évidemment, je rêvais d'y participer, c'était magnifique. Et T'as regardé? J'ai regardé, j'étais présente au Grand Palais. Ouais. Et c'était très beau. Ça m'est arrivé de repartir un peu plus tard et seule après que le groupe soit rentré, parce que j'avais pas de passeport pour rentrer, parce qu'entre-temps, je l'avais perdu en Corée. Aujourd'hui, je reçois Margot Rifkis, une escrimeuse talentueuse qui brille sur les pistes internationales, multiple médaillée en équipe de France d'escrime. Elle va nous raconter sa vie, son parcours, ses anecdotes. Margot, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien et toi? Ça va super, on est très heureux de te recevoir pour que tu nous racontes un peu tout ta vie autour de l'escrime. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis multicasquette, mais je m'appelle Margot Rifkis, j'ai 28 ans, je suis en équipe de France d'escrime, donc comme tu l'as dit. Ma spécialité, c'est le sabre, donc il y a 3 armes, donc moi, c'est le sabre. À côté de ça, je suis policière et entrepreneuse. Ok, super. On va revenir un peu sur tout ça, de ce dont on a parlé. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, parce qu'on a eu une invitée qui est aussi dans l'équipe de police en tant qu'athlète de haut niveau, donc peut-être qu'il y a des similitudes. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu rapide. Je vais te poser des questions courtes, réponses courtes. Ok. Est-ce que tu es plutôt fleuret, épée ou sabre? Sabre. Est-ce que tu es plutôt touché ou parade? Touché. Victoire individuelle ou par équipe? Par équipe. Préparation physique ou mentale? Oh, mental. Jeux olympiques ou championnat du monde? Jeux olympiques. Ok, super. Bon, on voit un peu plus ton univers comme ça. Si tu devais décrire ton sport en 3 mots, tu dirais quoi? Passionnant, en numéro 1. Je dirais complexe et ludique. Ok, super. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux bien que tu nous expliques la différence entre le fleuret, le sabre ou l'épée, c'est ça? C'est à l'escrime? Parce que peut-être pour tous les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas exactement. Ok. Donc du coup, les 3 armes que tu viens de citer, c'est des armes qui font partie de l'escrime, qui est un sport olympique. Donc les 3 armes sont aux Jeux olympiques. Et ce qui les différencie, donc déjà, c'est leur forme. Et après, elles ont différentes règles. L'épée, c'est l'arme la plus pratiquée. On peut toucher de la tête aux pieds avec la pointe. Et il n'y a pas de règle. S'il y en a un seul qui touche, celui qui touche a le point. Si les 2 touchent en même temps, les 2 ont le point. Okay. Donc elle est la plus simple de compréhension. Ensuite, on a le fleuret. Le fleuret, il est très léger et on peut toucher seulement avec la pointe. Mais par contre, c'est une arme de convention. Donc on va déterminer, si les 2 personnes se touchent, qui va avoir la priorité. Là, ça demande un petit peu plus de subtilité. Et le sabre, donc le meilleur pour la fin. Le sabre, c'était l'arme de la cavalerie. Ok. Donc, elle était pratiquée au dos de cheval. Et on peut toucher tout ce qui est au-dessus des hanches. Donc, il ne fallait pas blesser l'animal. Donc, on essayait de tuer l'adversaire. Après, on récupérait le cheval. Donc, on peut toucher les bras, le buste, la tête. Mais c'est la seule arme qui est une arme de tranchant. On peut toucher avec toute la lame. Ok, super. C'est super clair. Moi, j'y connais un peu plus parce que je ne suis pas un amateur d'escrime. Toi, à quel âge tu commences l'escrime? Comment tu découvres ça? Alors moi, j'ai commencé l'escrime à 10 ans. Il faut savoir que c'est un sport qui est très peu médiatisé. Donc, par rapport au fait que chaque année, je pratiquais un sport en association, celui-là, je ne l'ai pas vraiment choisi. Je prenais des cours d'anglais dans une école, juste avant d'entrer au collège, donc à 10 ans. Et j'ai eu l'opportunité, parce que j'avais un trou entre mes 2 cours d'anglais, de pratiquer l'escrime. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Ok, et donc là, tu commences à faire un cours juste comme ça et tu tombes amoureuse de la discipline. C'est à peu près ça. Donc j'avais 7 heures de trou entre les 2 cours d'anglais. Le maître d'armes qui s'occupait du cours vient me voir et me dit si t'es là toutes les semaines à attendre, participe au cours. Donc ma mère m'y inscrit comme ça, 3 heures où elle m'avait pas, 3 heures d'affilée. Ouais. Et à la fin de l'année, le maître d'armes a convoqué ma mère. Donc là, j'étais là, oh non. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il va tout lui dire. J'ai pas été la plus sage. Et en fait, il lui a dit, votre fille, elle a un talent. Si ça lui plaît, ça serait bien qu'elle intègre un club pour pouvoir s'entraîner plus qu'1 fois par semaine à hauteur de 1 heure. Et éventuellement faire de la compétition. Et donc toi, là, à 10 ans, c'est la première année, c'est là où ton prof convoque tes parents pour dire
t'as quelque chose en plus et tu peux avoir un niveau en escrime. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de la détection. Et toi, dans ta tête, parce qu'à 10 ans, on est une jeune fille, à quel âge tu penses que tu as quelque chose en plus pour faire des choses exceptionnelles? Ce jour-là. Ce jour-là, Ouais. déjà, t'as une maturité. Je pense que je l'ai ressenti. On a un lien très fort avec cet entraîneur avec qui je m'entraîne encore aujourd'hui. Okay. Et je l'ai ressenti pendant l'année. Donc, dans son regard, il avait un regard à chaque fois que je produisais quelque chose qui me touchait. Je me disais bon, je sais pas. Et on avait un lien particulier. Et le jour, il a dit à ma mère. Pas que je faisais des bêtises, donc j'étais très contente, mais que j'avais quelque chose en plus. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, j'ai un truc en plus, qu'est-ce que c'est? Cool. Et je l'ai su assez vite parce que quand j'ai intégré le club, très vite, des personnes qui faisaient de l'escrime depuis 3 ans et 4 ans, je commençais déjà à les battre, je m'entraînais avec les garçons, et en compétition, ça a matché. J'ai adoré la compétition dès le premier jour. Ah, d'accord, ok, trop cool. Donc, dès la première année ou deuxième année, tu commences la compète? La première année en club. Ok, super. Ouais. C'est quoi l'équipement d'une escrimeuse ou d'un escrimeur? Mais vous avez une combinaison blanche, un casque. Il y a d'autres choses ou pas? Alors déjà, c'est un masque. Un masque. Non, mais il n'y a pas de problème. On appelle ça un masque parce qu'en fait, on est protégé que sur l'avant du visage et pas à l'arrière. Et du coup, c'est pour ça que c'est un masque. On a donc la tenue blanche avec des chaussettes, un pantalon, une sous-cuirasse, un bustier pour protéger la poitrine. Donc ça, c'est que pour les filles. Ouais. Une cuirasse qui est une veste d'escrime blanche et une veste électrique. Donc ça tient bien chaud, mais on est bien protégé. Parce que y a des capteurs sur la veste pour détecter s'il y a des touches et tout ça. Exactement. Donc là, on a beaucoup de chance maintenant, c'est que l'escrime utilise les nouvelles technologies qui sont pas des technologies de haute performance. C'est un circuit électrique très simple, mais du coup, ça permet qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui touche son adversaire, c'est signalé par une lampe qui s'allume, soit verte, soit rouge. Et du coup, on sait qui touche et ça permet que même si on frôle l'adversaire, c'est comptabilisé. Et vous maniez des armes quand même. Tu as déjà vu des accidents en escrime ou c'est parce que c'est comme une épée, donc ça peut être pointu. Enfin, il y a quelque chose au bout de l'épée, je présume. Alors ouais, c'est ça. Donc les deux armes que j'avais citées avant, le fleuret et l'épée, qui sont des armes de pointe, il y a une sorte de petit piston au bout, qui a un bouton qu'il faut enclencher pour marquer le point. Nous, le sabre, il ressemble beaucoup au niveau de la lame, mais il est pas du tout aiguisé au bout, il est enroulé, du coup il est pas pointu. Et non, il y a jamais, c'est vraiment très 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 rare. Toi, t'as jamais vu d'accident? Non, on n'est pas transpercé parce que vraiment la protection elle est faite pour ça, elle nous met en totale sécurité. Les seuls accidents qu'on a, c'est vraiment des accidents sportifs, c'est-à-dire les croisés, les chevilles, les entorses, mais on n'a pas d'accident dû à l'arme. Toi, t'as déjà eu des blessures en tant que sportif? Non, c'est une de mes plus belles médailles, mais non, j'ai eu un parcours sans blessure. Bon, tant mieux, parce que ça ralentit, on sait, dans une carrière. Ouais, et c'est assez rare dans le haut niveau et le très haut niveau de faire un parcours sans blessure, donc c'est une fierté et je touche du bois. Pour l'instant, il faut. Mais aussi, c'est d'être bien entraîné. Enfin, mieux on est entraîné, moins on a de blessures. Donc, tu es en équipe de France d'escrime. Est-ce que la compétition, elle est rude pour entrer en équipe de France? Est-ce que tu l'as ressenti quand tu étais jeune? Parce que tu as atteint l'équipe de France, à quel âge tu rentres en équipe? Alors, la première fois où j'entre en équipe de France, c'est la catégorie moins de 17 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle la catégorie cadette. Et on considère qu'on est en équipe de France quand on représente la France sur le plan international. Et c'est dans cette catégorie qu'on commence les compétitions européennes et mondiales. Et c'est une très belle entrée parce que je fais vice-championne d'Europe cette année-là. Et je participais pas. La Fédération française d'escrime ne nous emmenait pas au championnat du monde. Donc, on fait vice-championne. Enfin, ça, c'était en individuel. Et par équipe, je crois qu'on fait médaille de bronze, si je me souviens pas. Si je me souviens bien. Oui. Comment tu apprends que tu fais partie de l'équipe de France? C'est quelqu'un qui t'appelle? C'est ton coach? Pour être en équipe de France, pour représenter la France sur un championnat, il faut figurer dans les 4 meilleurs de sa catégorie. Donc nous, on n'a pas de catégorie de poids, on a des catégories d'âge, moins de 17 ans, moins de 20 ans. Et ensuite, tout ce qui est plus de 20 ans, c'est la catégorie olympique. C'est la catégorie. Exactement, senior. Donc sur une année, sur une saison, on va participer à des épreuves européennes ou mondiales et on va accumuler des points. Et c'est sur ces épreuves qu'il va y avoir un classement des Françaises. Donc, on est à peu près 10 ou 12 à participer à toutes ces épreuves. Et à l'issue de ces à peu près 6 épreuves,
il y a les 4 meilleurs qui sont sélectionnés. Ok. Et donc, c'est que une question de points, c'est pas une question de le coach de l'équipe de France va choisir son escrimeuse, enfin les 4 escrimeuses qui vont la représenter. Alors, en début d'année, on a des critères de sélection qui sortent de manière officielle et ils sont évolutifs chaque année, mais là, par exemple, pour donner un exemple, c'est les critères de sélection pour l'équipe de France olympique. Eh ben, c'est la première au point. Et ensuite, donc, il y a 2 autres filles qui vont tirer en individuel. C'est un choix commission. Donc, c'est l'entraîneur qui décide. Il peut se baser, bien évidemment, sur les points. Il peut suivre le classement au point, mais il peut totalement décider de mettre une autre individualité. Et après, la dernière, donc, qui était par équipe, elle était aussi choisie sur la commission. Donc, ça fait quand même une grosse marge d'interprétation subjective. C'est pour ça que je te posais cette question, si il y a une compétition rude entre les athlètes, parce que c'est quand même le Graal d'être en équipe de France, de représenter son pays. Si toi, tu l'avais ressenti, ou alors tu avais le niveau nécessaire pour être sélectionné. Je dirais que dans les catégories jeunes, les points sont beaucoup respectés. Donc, on ressent moins ça. Et à l'époque, c'est vrai que dans ma catégorie, je figurais dans les 4. Donc, ça allait. Même si toute la saison était rude, il fallait aller gagner sa place. Mais en tout cas, quand les sélections sont sorties, elles n'étaient pas étonnantes. Dans les catégories seniors, déjà, ça devient plus difficile parce que toutes les filles, ensuite, on n'est plus une génération. On est toutes dans cette catégorie. Donc, on peut avoir 20, mais on peut avoir 30, 35. Il y a un grand nombre de générations qui va se retrouver dans cette catégorie. Les places sont beaucoup plus chères. Et là, l'interprétation et la partie subjective, elle existe plus. Et oui, c'est très dur de figurer dans les 4. Ben, on a de la chance de t'avoir alors et d'être en équipe de France. Tu as remporté plusieurs médailles individuelles et en équipe, dont une médaille d'or au sabre par équipe aux Jeux européens de 2023. Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur le podium à ce moment-là ? C'est une très très belle médaille parce que c'était ma première médaille, donc c'est les Jeux européens qui étaient aussi nos championnats d'Europe. Et c'était mes premiers dans la catégorie senior. Donc, première fois que je suis sélectionnée dans les 4 meilleurs seniors et médaille d'or par équipe. Trop cool. Je suis titulaire sur toute la journée et en finale, j'ai un indice incroyable. Donc, je suis hyper fière de ma performance individuelle et collective. Donc, je pense que je pouvais pas vivre une meilleure journée que cette journée-là. Et ben, c'est partagé. Je vais essayer d'être transparente, mais c'est assez partagé parce que c'était tellement un objectif haut. Et ça faisait beaucoup de temps que j'attendais cette sélection que j'ai été mitigée. Il y avait une part de j'y crois pas, je réalise pas. Donc on n'est pas tellement dans l'euphorie, moins que ce qu'on peut imaginer après tant d'années d'attente. Oui. Et après il y a aussi un petit goût de là donc ça fait tant de temps que je travaille pour ça. Finalement c'est pas c'est vraiment. Je m'attendais à plus quand même. C'est en même temps quelque chose d'énorme, mais pas tant que ça, parce que c'est bon, tu l'as eu la médaille d'or, et quoi après en fait. Ouais, c'est ça, c'est difficilement palpable, et puis il faut rappeler vraiment que l'escrime, c'est un sport qui est très peu médiatisé, qu'on va voir pendant les Jeux Olympiques, et c'est tout. Là, j'ai gagné une médaille d'or au championnat d'Europe, personne d'autre va le savoir, à part tous mes potes escrimeurs, ma mère, mes frères, mais c'est enfin ma famille. Hein. Non, vraiment, l'escrime, on le voit vraiment aux Jeux Olympiques, donc c'est un peu le Graal de gagner une médaille aux Jeux Olympiques, je présume. Oui. C'est vraiment cette médaille que vous voulez aller chercher en tant que sportive d'escrime. Pour tous les sports qui sont aux Jeux Olympiques, qui sont des sports amateurs, c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est le Graal parce que déjà, les médailles sont beaucoup plus rares. La qualification est beaucoup plus rude. Et en effet, c'est le moment où on est un peu découvert par le public, et là encore plus en France quand c'était les Jeux de Paris. Aux Jeux Olympiques, il y a 4 escrimeuses aussi qui sont sélectionnées, comme en équipe de France. Et c'est les mêmes escrimeuses ou c'est différentes ? Oui, c'est les mêmes escrimeuses, mais c'est évolutif chaque saison. Donc du coup, moi en 2023, je figurais dans les 4 meilleures. J'étais vraiment une potentielle pour les Jeux Olympiques, mais j'ai pas réussi à être dans les 4 meilleures sur l'année olympique. Donc c'est d'autres filles qui ont représenté la France. Et donc, tu as l'ambition d'essayer d'aller en 2028 à Los Angeles ? Je ne peux pas encore répondre à cette question parce que, comme je disais, c'est tellement de travail et de sacrifice pour un objectif comme celui-là que là, il y a le contre-coup de l'Olympique, de la saison olympique qui vient de passer. Et que là, pour l'instant, je me dis, bon, si je repars pour 4 ans,
Je connais les sacrifices, je sais ce que je vais devoir engager et je sais pas encore si je tu veux le peux. faire ou pas. Ouais. Donc pour l'instant, je suis dans une année un peu de transition où je continue de faire de l'escrime, bien sûr, mais je peux pas encore dire que je m'engage sur 4 ans. Je sens qu'il y a une petite déception de ne pas avoir été aux Jeux Olympiques, je présume. 2024, c'était vraiment l'objectif que tu voulais atteindre. Bien sûr, oui. Il y a forcément une très grosse déception et c'est ça qui fait que derrière, il faut encaisser le contre-coup. Et c'est même si, évidemment, je rêvais d'y participer, c'était magnifique. Et T'as regardé? J'ai regardé, j'étais présente au Grand Palais. Ouais. Et c'était très beau. Et c'était à la fois aussi très dur de voir ça et de se dire, j'aurais aimé... pu y être. J'aurais pu, j'ai tout donné et j'ai pas réussi. Donc ça, c'est le jeu. Mais j'aurais aimé, oui. C'est beaucoup de travail et au final, il n'y a pas eu l'objectif atteint, mais en plus, c'était à Paris, c'est ta ville, c'est ton pays, ça aurait été magnifique. Mais bon, après, tu étais contente aussi pour les filles qui étaient présentes, je présume. On a eu des médailles ou pas? Je me suis pas renseigné. Alors, bien sûr qu'on a eu des médailles. On a une équipe très forte et c'est aussi pour ça que je pense que c'est un lot de consolation. En individuel, la championne olympique est française et la vice-championne olympique est française. Trop cool. Sachant qu'on avait 3 filles qui pouvaient participer à l'épreuve individuelle. C'est beaucoup. Ouais. Donc, on avait un groupe très, très fort. Et il n'y a pas de regret en ça parce que les filles qui se sont qualifiées, elles ont été extraordinaires. Ouais, mais et en plus, c'est un peu réconfortant. C'est vrai qu'on est très bon, hein, la France, en escrime, aux Jeux Olympiques. On a souvent des médailles. C'est comme ça qu'on le voit médiatiser à la télé. Donc, c'est ça. Donc, c'était très cool. Comment ça se passe, les compétitions en équipe? Parce que moi, je vois des fois des matchs 1 contre 1 et c'est celui qui va gagner et qui a le plus de points qui gagne le match. Mais en équipe, c'est quoi? Vous passez... déjà, c'est une équipe de 4, donc c'est 4 contre 4. Et vous choisissez qui se bat l'un contre qui ou comment ça se passe? Alors déjà, c'est un système de relais. Des relais qui vont nous amener à 45 touches. La première équipe qui sera arrivée à 45 touches remporte l'épreuve. Et pour le système, donc on est 4 filles, 3 titulaires et 1 remplaçante. Okay. Sur le principe, les 3 filles doivent rencontrer les 3 filles de l'équipe adverse et il y a un ordre prédéfini. Donc quand on va choisir en termes de stratégie quel est l'ordre qu'on va choisir, on va faire exactement comme un relais un relais 3x400. On va mettre la meilleure sprinteuse entre guillemets qui va finir. Ensuite celle qui est soit la deuxième plus forte ou soit qui est une bonne avant-dernière. Une bonne défense, voilà. Ou ça dépend de la stratégie de l'équipe en face aussi. Exactement. Et celle du milieu, on l'appelle le poumon. Elle a la particularité d'avoir des relais qui vont beaucoup s'enchaîner. Donc elle aura moins de récupération que les autres. Donc il faut être assez physique en général pour être le poumon. Et tu peux changer d'athlète à tout moment ou faut faire faut faire 12 points et après on change les Alors du coup c'est des relais de 5 touches. Donc le premier va en 5. Donc la première fille qui va être en 5, le relais va s'arrêter. Peut-être qu'il y aura 5-3. Ouais. Et quand les 2 suivantes vont se brancher, ça va aller jusqu'à 10. Okay. Donc, soit celle qui menait 5, elle aura que 5 touches à mettre, ou soit l'autre, elle peut très bien remporter son relais à 7-2. Ouais. Et du coup, là, il y aura 10, 7 pour l'équipe adverse. Donc, ça peut vraiment varier. Pour toi, c'est quoi les grandes nations de l'escrime? On a parlé de la France, mais t'as peut-être des adversaires que tu redoutes dans certains pays. Moi, je suis très admirative de l'équipe de Corée. Okay. Je trouve qu'elles produisent une escrime auquel je suis sensible. Et puis, elles sont très physiques. Et chez les garçons, c'est l'équipe numéro 1. Okay. Ensuite, les pays asiatiques sont en train de beaucoup monter en escrime. Ça fait quelques années qu'ils sont de plus en plus présents sur le plan mondial. Qu'est-ce qui explique ça pour toi? Qu'il y ait des entraîneurs français qui s'exportent. Ah, d'accord. L'école d'escrime française, elle est très reconnue à l'international et on a de plus en plus d'entraîneurs français qui s'exportent, notamment parce que les propositions financières, elles n'ont rien à voir avec les propositions en France et c'est difficile de concurrencer des pays qui investissent beaucoup dans le sport. Ok. Je comprends. Non, mais c'est vrai, c'est une question d'argent et aujourd'hui, tiens, parlons-en un peu. Est-ce que toi, tu gagnes ta vie en tant qu'escrimeuse? Alors, c'est très particulier. Donc, je suis policière, comme je t'avais dit tout à l'heure. Le fait que je sois policière, j'ai passé les concours de police et puis j'ai été en école. Et la police nous a détachés à 100% pour préparer les Jeux Olympiques. Donc, je gagne ma vie en tant que policière. Et à côté de ça, j'ai des sponsors qui m'aident à financer les compétitions, les stages, le matériel. Donc, ça a beaucoup débloqué l'année olympique, juste après ma médaille d'or par équipe. Et on a aussi été vice-championne du monde. Donc, c'est à ce moment-là que ça s'est débloqué pour moi.
Mais avant cette année-là, c'était pas le cas. Je vivais pas du sport. Ouais. Donc là, tu gagnes ta vie grâce aux sponsors, grâce à la police. Oui. Mais en réalité, quand tu gagnes une médaille d'or, il n'y a pas de rémunération? Non. Pas sur les Jeux européens ou les championnats du monde? Si je suis vraiment transparente, je pense que j'ai pris une prime de 1500 ouais, voilà, euros. mais c'est très peu. 1500 euros pour une médaille d'or, voilà. qui est la plus grosse médaille sur le championnat d'Europe. Et c'est d'Europe. pas tous les ans, enfin peut-être les Jeux européens, c'est tous les... les Jeux européens, c'est tous les 2 ans. Voilà, tous les 2 ans, donc même 1500 euros tous les 2 ans. Bon. Et il faut être la première équipe devant tout le monde. Enfin, non, c'est pas du tout envisageable de considérer ça comme un revenu. Ouais. Non. Mais comme beaucoup, Vincent Parisi que tu connais, il nous disait la même chose, qu'il gagnait pas sa vie en tant que champion du monde de Jiu-Jitsu et qu'en fait il faisait des choses à côté, des médias et tout ça. Ouais, donc, mais il y a beaucoup de sports. On a reçu Fleur Vocoré qui est championne du monde d'aviron, c'est pareil. Enfin voilà. Oui, aujourd'hui, les sportifs qui gagnent leur vie, c'est les tennisman, les basketteurs, Mais c'est vrai qu'on s'attend pas trop parce que la vie de sportif de niveau, ça fait rêver avec les voyages, les hôtels, le contenu médiatique et tout ça. Mais c'est de votre faute aussi. Vous mettez sur Instagram tous les beaux trucs. Parce que c'est vraiment ce qu'on vit. C'est vraiment ce qu'on vit. Mais à côté de ça, c'est assez précaire. En fait, on vit cette partie-là qui est souvent financée soit par la fédération, les clubs ou les sponsors, comme je disais. Mais après, derrière, il faut pouvoir payer son loyer et c'est pas toujours facile. Ouais, mais je comprends bien. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans ta vie d'escrimeuse, mais ta vie un peu personnelle. Est-ce que t'étais plutôt grande pour une escrimeuse, je crois. Enfin, en tout cas, t'es de grande taille. Je fais 1m70 et je suis dans la norme. Ah oui, dans la norme. Mais donc, est-ce que pour toi, la taille, si t'es plus grande ou plus petite, c'est un avantage en tant qu'escrimeuse? Comment tu ressens ça? Alors, je vais essayer de répondre. Je pense que c'est à nuancer. Ça peut être un avantage parce qu'on a plus d'allonge. Ouais. Par contre, en général, quelqu'un de très grand va peut-être être moins coordonné ou moins rapide, moins vif. Et ça dépend un peu des qualités physiques, mais on peut très bien être petit et être très fort en escrime, ou alors être très grand et fort ou pas fort. En fait, comme je disais dans les 3 mots pour décrire l'escrime, j'avais dit complexe. Et en fait, c'est un sport qui demande beaucoup de différentes qualités physiques, mentales, techniques, tactiques. Et du coup, si on est très fort en technique, en tactique, mental, et peut-être que physiquement, on n'a pas des qualités intrinsèques, mais ça va pas nous empêcher d'être très fort. Est-ce que toi, t'es pas la plus grande, t'es pas la plus petite de l'équipe? Je suis vraiment dans le milieu. Okay. Ouais, je suis dans le milieu en termes de taille, mais par contre, je suis physique. Okay. Je suis très physique. Et donc, quand on parle de physique, c'est quoi la partie du corps qu'on travaille le plus quand on fait de l'escrime? Les membres inférieurs, donc le bas du corps, oui, l'explosivité. Ok. Il faut avoir un beau rapport poids-puissance, c'est-à-dire pouvoir développer de la vitesse et de la force. C'est intéressant, ça, en escrime. Et vous travaillez un peu, je vais faire une comparaison avec un autre sport, mais est-ce que vous travaillez le temps de réaction? Oui. Parce que, ça, comme tu dis, c'est explosif, les gens vont vite, et donc s'il faut parer, il faut être réactif. Ça. Bien sûr, on travaille la réactivité, c'est un des points qu'on travaille. Et vous le faites comme pour les pilotes de Formule 1, avec des trucs... Les LED, oui, ça arrive totalement. Okay. En plus, c'est ludique, donc on aime bien. Ouais, c'est bien. Et on parlait de mental, d'ailleurs, je t'ai posé une question au début, physique ou mental. Toi, tu travailles ton mental aussi avant des compétitions, à l'entraînement? Complètement. Moi, je suis accompagnée par une psychologue et un préparateur mental. Okay. Et je travaille beaucoup cet aspect-là parce que ça m'a fait défaut dans ma carrière avant et j'avais du mal à me rendre compte que c'était cette partie parce qu'à chaque fois que je vivais un échec, je me disais... il faut que je m'entraîne plus dur, plus fort. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être que la gestion du stress, c'était quelque chose d'important, que la gestion de l'échec, c'était important. Et du coup, maintenant, je travaille beaucoup sur l'aspect mental aussi. Et avant, on parle de match quand on est escrimeuse. Oui. Avant un match contre une adversaire, t'essayes de rentrer dans sa tête, de l'intimider, juste avec un regard ou... Alors, il y a des personnes qui font ça. Moi, c'est pas trop ma stratégie. J'essaye déjà de comprendre ce qui se passe dans ma tête à moi. Je m'occupe vraiment de moi, c'est déjà pas mal. Et des fois, on dit que nos plus gros adversaires, c'est nous-mêmes. Et même si on a un sport où on est en confrontation, en général, on a un gros travail à faire sur soi-même. Et si on est bien avec nous-mêmes, la confrontation, c'est pas tellement face à la personne, c'est vraiment nous, notre travail, ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, moi, je sais pas trop mon style. Je dirais que je ne rentre pas trop dans la tête de l'adversaire. Okay, et avant un match, des fois, t'appréhendes un peu selon l'adversaire. Est-ce que t'as des fois des périodes où t'as peur, tu te dire, est-ce que je vais réussir vraiment à la battre parce que
tu sais qu'elle a un très bon niveau Oui. ou alors tu te dis je suis confiante, de toute façon je suis là pour tout exploser. Non, on a un petit peu de tout. En vrai, chaque match est différent et c'est ce qui rend ça aussi ludique, même après 18 ans de pratique. C'est que même une adversaire qu'on a déjà rencontrée, on sait que le match, il n'aura rien à voir. Ça sera un arbitre différent. On aura travaillé depuis. Le fait est que le match ne ressemblera en rien à ce qui s'est déjà passé. Et du coup, si c'est une adversaire plus forte, soit on peut se dire « Oh non, trop dur », mais on peut aussi se dire « Bon, j'ai rien à perdre », donc ne pas du tout avoir de stress, être dans un état où on tente tout, on ose beaucoup plus, et du coup, produire peut-être quelque chose de plus fort que ce qu'on aurait fait sur une fille à niveau égal. Donc il y a vraiment... On peut jamais savoir ce qui va se passer avant le match, quoi. Tu regardes des vidéos de tes adversaires, savoir quel était leur dernier match, comment elles ont combattu. Moi, pas du tout, mais la plupart des filles de mon groupe le font. Okay, donc, encore une fois, c'est vraiment très personnel. C'est personnel. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connaître au mieux et de se dire, est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Et moi, je sais que de manière personnelle, comme je disais, j'ai déjà du mal à me gérer moi. Donc, si je commence à regarder des vidéos, je vais penser à mon adversaire et je vais avoir beaucoup de mal à penser à ce que je vais faire moi, à m'occuper de moi. Puis, de toute façon, tu as ces personnes-là qui te suivent et qui te conseillent aussi. Et si c'est ce dont tu as besoin, continue, parce que de toute façon, on voit que ça paye. Toi, tu es droitière ? Oui, droitière. Il y a peut-être moins de gauchers quand même, comme dans la vie de tous les jours. T'as déjà rencontré des adversaires gauchères ? Alors, il y a moins de gauchers. Les gauchers sont redoutés. Ils sont plutôt forts en escrime. Ils représentent une belle part des podiums en général, alors qu'ils sont moins représentés. Mais moi, personnellement, je ressens pas d'appréhension particulière à rencontrer un gaucher. Parce que le sabre est du même côté. Oui, c'est ça. Toi, t'es droitière, lui, il est gaucher, donc vous avez le sabre au même côté. Ils sont dans la même ligne, exactement. Et eux, ils ont l'habitude de rencontrer que des droitiers, mais toi, t'as moins l'habitude de rencontrer des gauchers. C'est ça. Donc ils ont un petit avantage. Oui, ils ont, en termes d'habitude, oui, ça peut procurer un avantage. Après, quand l'équipe de France, elle est faite, en général, dans le groupe d'entraînement, on a toujours un ou deux gauchers, et nous, on avait même la chance d'avoir un entraîneur gaucher, donc on pouvait prendre la leçon individuelle avec l'entraîneur gaucher, c'était assez intéressant. Ton entraîneur, c'est celui qui te suit depuis tes 10 ans. C'est toujours le même ? Alors non, ça n'a pas toujours été ça. Okay. J'ai gardé cet entraîneur jusqu'à, je dirais, 18-19 ans. Et ensuite, j'ai intégré l'INSEP. À partir du moment où on intègre l'INSEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Et c'est le centre d'entraînement des équipes de France qui se situe à Vincennes. Et quand on intègre l'INSEP, là, on s'entraîne avec l'entraîneur national, qui est l'entraîneur de l'équipe de France. Donc, toutes les filles qui viennent de différents clubs, Strasbourg, Grenoble, Paris, etc., vont se réunir dans ce centre et s'entraîner avec l'entraîneur national. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai été à l'INSEP pendant un petit paquet d'années. Et là, récemment, j'ai décidé d'être partenaire à l'INSEP, donc continuer à m'entraîner avec le groupe. Mais pour tout ce qui est individuel, j'ai voulu reprendre mon travail avec mon premier entraîneur. Et aujourd'hui, tu t'entraînes tous les jours. Tu t'entraînes combien de fois par semaine ? C'est quoi ta routine en fait ? Alors, quand j'étais à l'INSEP, c'était 2 entraînements par jour, donc un entraînement bi-quotidien. Et c'est environ 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Ouais. Là, maintenant que c'est un entraînement individuel, ça varie beaucoup plus en fonction des disponibilités de mon entraîneur. Et moi aussi, du coup, mes amplitudes horaires, elles sont beaucoup plus larges parce que je peux très bien caler une séance de prépa physique très tôt le matin et ensuite le soir, très tard. Donc, l'amplitude horaire est beaucoup plus grande. Et entre ces entraînements, tu as des parties de musculation en salle de sport aussi, en plus ? Oui, c'est ça. Dans les 2h30 matin et après-midi, il y a tous les types d'entraînements qui figurent. Il y a les matchs. T'as pas que du match Ouais, non, on a le travail technique collectif, le travail technique individuel. On a de la vidéo, on a de la préparation physique, de la musculation. On a travail tactique. Est-ce que tu es de nature stressée quand tu entames une compétition ou tu es assez détendu ? J'ai un peu du mal à répondre à cette question. Je saurais pas trop dire. J'avais l'impression que j'étais quelqu'un de pas du tout stressé. Et quand j'ai commencé mon travail mental, je me suis rendu compte que peut-être que c'était... que j'avais un stress, mais que tu le ressentais pas. Je le ressentais pas, mais qui inhibait quand même un peu mes performances. Et donc, peut-être que je suis un peu de nature stressée, mais en tout cas, ça va pas être visible. C'est pas quelque chose qui va se voir de l'extérieur. Ok. Et quand tu t'entraînes à faire des matchs, tu t'entraînes avec tes coéquipiers de l'équipe de France ou c'est avec ton entraîneur que tu t'entraînes ? Avec l'entraîneur, c'est
beaucoup plus la partie technique. On va prendre des points où on pêche un peu ou alors nos points forts et on va les renforcer. Et les matchs, c'est vraiment avec les filles de l'équipe de France. Ok. Là, dans cette partie, j'aimerais qu'on parle un peu d'expérience, d'anecdotes, donc rentrer sur des moments de ta carrière qui ont pu te marquer. Est-ce que déjà, tu as une compétition qui t'a plus marqué que les autres? Est-ce que c'est celle de 2023 où tu gagnes médaille d'or ou est-ce qu'il y a autre chose Bonne question. Quelle est la compète qui m'a le plus marqué? Je dirais que la première compète qui m'a marqué, ça a été une médaille de bronze aux Jeux européens, mais en individuel. C'était en quelle année, ça? Je crois que c'était en 2000, peut-être en 2017. Ouais, peut-être en 2017. Et en fait, j'étais junior, donc dans la catégorie de moins de 20 ans. Et cette médaille, elle était en senior, en surclassé. Et cette année-là, je suis aussi vice-championne de France senior, en surclassé aussi. Et c'était une année où donc je m'entraînais avec encore mon club, mon entraîneur de club. Et mon club m'annonce que qu'il y a pas de financement, on n'a pas assez de subventions, qu'il faut que je trouve un autre club, que je me débrouille pour trouver des subventions parce que je pourrais plus partir en compétition. Ouais. Et c'était une compète significative parce que j'apprends ça un peu avant la compète. Et c'est avec cette compète où je me dis non mais il faut que je continue. Je vais pas arrêter maintenant. Il faut que je trouve une solution. Parce que j'ai eu un moment où je me suis dit est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je continue malgré ça? Si j'ai plus mon club, mon entraîneur, est-ce que vraiment... Et donc, lors de cette compétition, si tu veux continuer, tu dis, faut que je fasse un résultat pour aller chercher des sponsors peut-être ou... Non, c'est pas vraiment ça. C'est plus... Il y a eu cet événement qui était un fait et qu'on ne pouvait pas tellement faire plus. C'est pas le club qui voulait pas faire... Il pouvait pas. Ouais. Il n'y avait pas plus d'argent. Et la compétition est tombée un peu après, mais le fait de faire un résultat sur une compétition référence en surclassé et de vivre aussi ces émotions-là, c'est ça qui m'a fait me dire non, je vais chercher des solutions et je vais essayer de trouver un moyen pour que ça puisse continuer. Comment, pour que ça puisse continuer, c'est toi qui vas chercher tes propres sponsors ou t'es aidé par quelqu'un, peut-être tes parents aussi t'ont accompagné, t'ont épaulé, on va dire, je sais pas, c'est arrivé certains sportifs. On est assez livrés à nous-mêmes en réalité, et c'est pour ça que c'est assez rude parce qu'on se dit là j'ai 18 ans, je devrais m'occuper de mon baccalauréat, qui d'ailleurs était en fin d'année, donc que t'as eu. Que j'ai eu avec mention et que j'ai passé en septembre parce que le moment où j'étais à cette compétition, justement, c'était le moment où les autres élèves passaient leurs épreuves de bac. Donc, tu passais ton bac plus tard. Donc, normalement, le bac, on est dans une salle avec plein de monde. Toi, t'étais avec que des sportifs, peut-être? Que des personnes qui n'avaient pas pu se présenter pour diverses raisons sur les épreuves de base. Et du coup, c'est vrai qu'on est livré à nous-mêmes. Moi, j'ai contacté la fédération, j'ai contacté différents clubs et j'ai fini par trouver un club qui me proposait déjà de m'aider sur les déplacements et aussi de me prendre en charge sur l'entraînement parce que même si j'étais à l'INSEP, j'avais besoin de garder un lien avec un club. Et là, aujourd'hui, tes sponsors qui te suivent, tu peux les citer si tu veux? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, du coup, mon premier sponsor, c'est vraiment la police, qui est mon employeur. Et ensuite, je suis avec France Travail, qui a une équipe d'athlètes, et Air Liquide, qui a aussi une équipe d'athlètes. Ok, d'accord. Et donc, ils te demandent quoi, les sponsors? Est-ce qu'ils te demandent de faire des choses sur tes réseaux sociaux? Est-ce que tu dois avoir leur logo sur tes équipements? Comment ça se passe? L'idée, c'est qu'on vive vraiment l'aventure sportive ensemble. Donc déjà, à chaque fois que je pars en compétition, en stage, ou que je vis des choses un peu importantes, je leur tiens un peu un journal de bord que je transmets et qui transmettent aux collaborateurs. Ok. Et ensuite, on a un lien fort parce que on fait des webinaires, des conférences, des initiations d'escrime. Donc il y a un vrai lien. Et c'est souvent sous forme d'intervention qu'on fait l'échange, quoi. Mais comment ça se passe? Parce que Air Liquide, c'est comme une grosse boîte. Oui. C'est toi qui prends contact avec eux ou c'est eux qui te contactent? Alors, France Travail, c'était parce que je travaillais à l'INSEP en tant que guide je faisais des visites à l'INSEP. Et j'avais rencontré des collaborateurs qui avaient du coup une grosse intervention. Et c'est eux qui m'ont parlé, les collaborateurs. Ils m'ont dit, mais t'es super, est-ce que t'as des sponsors? Nous, on a une équipe, ça serait tellement bien si t'étais dans l'équipe France Travail. Donc j'ai réussi à avoir les contacts dans ce cadre-là et c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour Air Liquide, ça s'est fait lors d'un speed dating entre entreprises et athlètes qui était organisé par la Fondation du sport français. Et du coup, on devait se présenter aux différentes entreprises, présenter nos projets, nos profils, et ça a matché.
Ok, trop cool. Bah, c'est bien. Enfin, et donc, tu renouvelles ça tous les ans ou c'est des contrats de 3 ans, 4 ans enfin... Ouais, la plupart du temps, c'est des contrats sur une année. Et en plus, là, les deux sont arrivés l'année olympique. Et c'est toujours un stress de dire, est-ce qu'ils vont partir juste après les Jeux olympiques? Ce qui a été le cas pour beaucoup de sponsors qui se sont engagés seulement sur une année. Même si c'est mieux que rien, c'est déjà un bel engagement. Là, ça a été une grosse période de stress pour beaucoup d'athlètes qui se sont dit, là, ça se trouve, après les Jeux, je perds tout. Et c'est possible. Mais en tout cas, moi, mes 2 partenaires ont renouvelé. Okay, et la police, comme c'est mon employeur, c'est assez différent. Mais... Parce que tu as quand même l'épée de Damoclès avec les sponsors où tous les ans, s'ils ne renouvellent pas, c'est soit tu repars à la chasse, soit tu perds des finances et ça peut être compliqué. Et c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Et puis, c'est pas facile. Nous, on a envie de se concentrer sur le fait de s'entraîner, de performer, ce qui est déjà assez dur en soi. Et la recherche de sponsors, c'est assez difficile parce que c'est pas forcément, on n'est pas forcément à l'aise on a l'impression de demander de l'argent, de quémander. Donc c'est assez difficile, mais moi je suis vraiment contente de ceux qui m'accompagnent parce qu'on a une vraie relation de confiance gagnante-gagnante. Je me sens pas du tout, je ressens qu'ils sont ravis du partenariat et que c'est, cool. Que c'est bien des 2 côtés. On les salue et on les remercie. Est-ce que pour toi, c'est qui l'escrimeuse la plus talentueuse aujourd'hui? Bon, je dirais Manon Brunet, qui est championne olympique, qui est une Française, du coup. Et qui est enceinte en ce moment. Ah, qui est enceinte. Bon, on lui passe le bonjour. T'as déjà combattu contre elle en entraînement? On est exactement de la même génération, la génération 96. Du coup, on a fait tout notre parcours ensemble. Et donc, je la connais très bien personnellement. Et c'est une championne qui est très jeune. Enfin, elle a une super énergie. Elle est très belle et elle produit de très belle escrime. Donc, Toi, t'as pas d'enfant? Non. Okay, pas encore. Oui. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est dans le sport féminin, c'est aussi une grosse discussion de ça met en pause ta carrière. Est-ce que tu reprends après? Est-ce que les sponsors vont nous suivre pendant que tu es enceinte, après ton accouchement? Exactement. Et compte reprendre l'escrime après son accouchement? Elle n'a pas vraiment arrêté, là. Un gros bidon, mais elle n'a pas arrêté. C'est vrai? Non, mais genre, elle peut faire à 7 mois. Elle n'est pas encore à 7 mois, mais franchement, il y a eu Cécilia Berder, qui est en équipe de France aussi d'escrime, qui était aux Jeux Olympiques cet été, qui a aussi eu un enfant et là qui attend le 2e, et qui s'est entraînée très très longtemps avec son ventre. Voilà. Donc à la fin, ce qu'elle faisait, c'était essentiellement du travail technique individuel avec l'entraîneur. Donc elle donnait des coups, mais elle en recevait plus. Mais là, maintenant, ça lui fait bien plaisir de venir encore s'entraîner à l'INSEP. Ouais. Donc tu la vois régulièrement? Je la vois, mais moi, je veux pas toucher son ventre. Oui, bien sûr. Tu veux pas, Ouais, ça non. Je suis pas à l'aise avec ça. Et c'est une copine? Oui. Ok, trop cool. Bon, on lui passe le bonjour aussi. On passe le bonjour à tout le monde. On va parler d'un petit sujet, ou un grand sujet d'ailleurs, je sais pas. On en a parlé un peu en off tout à l'heure. T'es engagé dans une EHPAD. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Pourquoi ça te tient à cœur et qu'est-ce que tu y fais? Ok. Donc, parallèlement à ma carrière de sportif de niveau, j'ai passé différents diplômes, dont un de maître d'armes, qui me permet de donner des cours d'escrime à tout public. Et j'ai passé une spécialisation envers le public senior. Donc là, pas senior comme nous, c'est vraiment les personnes âgées. Et ça s'est fait, en fait, parce que j'avais ma grand-mère qui était en EHPAD, et elle est décédée maintenant, mais... quand je venais la voir, elle me posait toujours des questions sur l'escrime. C'est vraiment le sujet qui l'intéressait et ça la faisait rêver. Elle avait tout le temps des étoiles dans les yeux. Et quand j'ai su qu'on pouvait adapter l'escrime aux personnes âgées, je me suis dit, mais elle aurait tellement aimé, dans son établissement, pouvoir pratiquer l'escrime. Je sais qu'elle s'y serait inscrite et qu'elle aurait participé à l'activité. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien, moi, pouvoir la proposer. Donc, je me suis formée. Et en septembre 2023, j'ai commencé à intervenir en EHPAD et en résidence autonomie à Montreuil. Et ça a hyper bien marché. Et j'adore, les résidents adorent, l'établissement est ravi. La responsable animation, tout le monde, ça fédère tout le monde. Les familles viennent, c'est le mercredi après-midi, dans l'établissement pour assister aux cours. Donc, c'est super. J'ai du mal à m'imaginer, là, qu'est-ce qui se passe exactement? Ces seniors, tu leur donnes un sabre et ils s'entraînent? Enfin, ils essayent de faire des choses? Alors, c'est totalement adapté. On a différents types de publics. La résidence autonomie, c'est un public senior autonome, donc qui peut encore marcher. Et c'est quand même, dans tous les cas, les deux, c'est de l'escrime adapté. On a des kits en plastique, déjà, donc qui sont plus sécuritaires, plus légers, et qui permettent aussi de préserver leurs articulations.
Et ensuite, c'est moins de l'opposition, c'est beaucoup plus d'exercices en coopération, en collaboration. Et l'escrime, il est utilisé pas pour la performance, mais plus comme un outil pour préserver les capacités fonctionnelles, le bien-être. Ça leur fait bouger et c'est hyper ludique en vrai. Ouais, c'est très ludique. Les personnes âgées adorent, ils ont un esprit de compétition aussi. Ils aiment bien gagner, donc c'est hyper ludique. Et en fait, on agit sur le levier social, le levier culturel, parce qu'il y a tout le vocabulaire, l'univers d'escrime qui les fait voyager. Il y a la partie physique, parce qu'on fait de l'activité physique, on se mouvoie, et puis voilà. Et il y a la partie cognitive aussi. On fait un vrai travail de mémorisation, de gestes, de vocabulaire. Donc, c'est très intéressant. Et toi, ces personnes-là, t'apprécies leur donner ces cours, transmettre à des personnes qui pourraient être ta grand-mère, enfin, qui étaient ta grand-mère? C'est très gratifiant. Donc, déjà, quand le cours est toujours plein, quand on arrive, il y en a qui sont là bien avant. Ils attendent, ils sont contents de participer, d'aider à installer même la salle. Puis, ça tisse des liens entre eux. Il y a des copines d'escrime qui, maintenant, elles sont tout le temps ensemble, elles font des activités ensemble. Peut-être qu'elles mangeaient dans leur chambre, mais maintenant, elles descendent pour manger ensemble. Donc, c'est hyper intéressant aussi sur ce point-là, sur la partie sociabilité. Et puis, c'est vraiment moi, ils me font beaucoup rire. Ils sont très francs, et puis, on les voit progresser aussi, et c'est très gratifiant. Il y a de plus en plus de choses qui sont organisées dans les EHPAD. Là, c'est avec l'escrime, mais j'ai vu aussi d'autres activités sportives. Ouais. Il y a aussi une société là, qui a été montée, je ne saurais plus le nom exactement, mais où c'est des crèches dans les EHPAD. Ah, oui. Et donc, ils mélangent des tout petits enfants avec des seniors. Ah, et les seniors, ils disent qu'ils attendent les petits enfants parce que, d'ailleurs, ils ont le même langage. En fait, il y a l'insouciance du senior qui redevient enfant et l'enfant qui a aucune, qui se soucie de rien. Ouais. Et ils adorent ça. Et c'est vrai que c'est hyper. Je vois, du coup, mon algorithme Instagram, etc., me poste beaucoup de vidéos avec des personnes âgées. Et ça me déplaît pas, il y a pas de problème. Et on voit des fois des enfants et sa meilleure amie qui a 93 ans. Et c'est très mignon. C'est très drôle et très mignon, c'est vrai. Non, mais on voit que ça te tient à cœur et que tu vas avec le sourire. Enfin, même là, en parlant, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, c'est très cool de passer du temps à faire ça pour nos seniors. Enfin, c'est quand même. Comme je dis, c'est positif pour eux, mais aussi pour moi. Les personnes âgées ont énormément d'expérience, de choses à nous raconter. Et ça fait aussi du bien de vivre à un autre rythme. Parce que quand on vieillit et que nos capacités fonctionnelles se détériorent, forcément, c'est un autre rythme. Et moi, sur une année olympique où le rythme était acharné et qu'on a l'impression que tout allait très vite, le mercredi après-midi, c'était un moment où ça s'apaisait. Un peu plus de temps. Ouais. Et c'est vrai que, moi, je sais, j'ai eu des grands-parents aussi qui étaient en EHPAD. Nous, en tant que jeunes, on a du mal à prendre le temps. Enfin, on prend pas assez de temps, peut-être, des fois. Enfin, moi, maintenant qu'ils sont partis, je me dis qu'on prend pas assez de temps pour aller les voir. Après, quand ils sont partis, c'est trop tard. Donc, voilà. Mais ça fait du bien aussi à tous ces gens-là de voir du monde extérieur. Ouais, c'est ça. Mais ce que tu disais par rapport aux crèches, le lien intergénérationnel, il est hyper important. Et l'idée, c'est que ça soit pas des vieux qui se sentent dans un monde de jeunes. C'est ça. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils ont pas leur place. Et là, en fait, quand on recrée du lien, ça donne tout son sens. Mais tu disais sur les réseaux, tu voyais des vidéos avec des EHPAD et tout ça. Mais moi, j'en vois quelques-unes aussi. Et même, il y a où ils font des jeux avec des boules, du golf et tout ça. Mais de plus en plus, c'est dingue. Mais bon, en tout cas, c'est très, très cool. Bravo pour ce que tu fais parce que je pense qu'ils en ont besoin. C'est quand même eux qui nous ont élevés, qui nous ont donné tout ce qu'on a aujourd'hui. Et on va y passer. Et on y sera, oui. Et c'est vrai qu'en fait, on se préoccupe pas de ça tant qu'on est, on est actif, entre guillemets, mais on va tous y passer. Et là, on a une population qui vieillit et qui vit de plus en plus longtemps. Et l'idée, c'est de vieillir, d'avoir un vieillissement optimal parce que si on vit le plus longtemps, c'est sympa, mais il faut qu'on reste en bonne santé, sinon c'est moins sympa. Et on sera content d'avoir des activités, nous, qu'on nous laisse pas juste dans notre chambre. Et c'est pour ça que mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'escrime dans tous les établissements. Comme ça, si c'est accessible, tout le monde pourra vieillir de la plus belle des manières. Trop cool. Et on espère que le message passe par un maximum de personnes. Une carrière, là je passe sur autre chose, mais une carrière d'escrimeuse, ça se termine à quel âge en règle générale Alors déjà, de manière personnelle, elle se termine quand on pense qu'on n'a plus l'énergie d'investir pour pouvoir performer. Et après, c'est très personnel. Les escrimeurs ont une belle longévité. On a des champions qui vont facilement jusqu'à 39 ans. Ok.
Moi, je pense que j'arrêterai avant. Okay. Parce que j'ai des belles perspectives qui me donnent déjà envie. La police, le projet entrepreneurial. Mais on peut pas mal tirer parce que c'est un sport d'expérience. Et comme je disais, comme il est complexe, même si on commence peut-être à avoir un physique moins performant, hop, on va avoir peut-être une expérience, une technique et une tactique qui va s'être développée avec le temps et qui va nous permettre de maintenir un haut niveau. Comment t'envisages, toi, ta reconversion après ta carrière de haut niveau, hein? Je parle, t'arrêtes l'escrime à haut niveau, les compétitions. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu pars vers l'enseignement, la transmission donc à des jeunes? Est-ce que tu pars vers l'entrepreneuriat? T'en as parlé? Je dirais que là, je suis beaucoup dans le questionnement. Je suis pas encore trop sûre de ma voie. Avant de me lancer dans ce projet entrepreneurial avec les personnes âgées, la police, c'était vraiment la voie qui me plaisait parce que je savais que j'allais avoir un quotidien... déjà pas de bureau, c'était quelque chose sur lequel c'était un point, avec une partie physique, un aspect physique qui était important, le travail d'équipe qui me correspondait bien, et puis et aussi représenter la France, continuer à représenter des valeurs d'engagement. Donc surtout ça, on rejoint pas mal avec le sport de haut niveau. Mais c'est vrai que là, avec le projet EHPAD, ça me plaît aussi, donc... je sais pas, ouais. À voir où le vent te mène en fonction de quand est-ce que tu stopperas ta carrière. Exactement. Et puis après, il faut pas se fermer des portes. On peut très bien faire l'un puis l'autre ou les deux en même temps. Puis, de toute façon, la vie est faite de plein d'opportunités, donc faut saisir à certains moments. Moi, si je me remets 10 ans en arrière, je m'imaginais pas avoir fait tout ce que j'ai fait en 10 ans. Ouais. Mais c'est sûrement pareil pour toi, voire même plus. Je pense que je réalise pas du tout. T'as une vie remplie. Ouais, c'est après, je pense. Là, on n'a pas le temps de se poser pour faire le bilan. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu donnes des cours un peu à des jeunes, des gens qui ont 10, 11 ans ou plus jeunes, plus vieux, je sais pas. Ouais, le moment où j'ai décidé de m'engager auprès des personnes âgées, j'ai aussi décidé de m'engager 1 heure par semaine dans une école pour donner des cours d'escrime parce que je me suis dit ça serait bien que, un peu comme moi, comme j'ai découvert l'escrime, qu'il y ait d'autres enfants qui puissent le découvrir dans le milieu scolaire parce que ça reste un sport qui est très peu connu et qui est super dès qu'on l'essaye. Mais si on connaît pas, on va pas forcément aller dire à ses parents « Moi, c'est l'escrime que je veux faire. » C'est sûr. Donc, je donne des cours en primaire du CP au CM2. Donc, ils ont quel âge? Ils ont 6, CM2, c'est 10 ans. Et ouais, c'est ça. 6-10 ans. Ouais. Et ils savent que c'est Margot Rivkis qui bien leur donne des cours. Bien sûr qu'ils savent que je suis une championne. Bien sûr, parce que j'ai un melon. Non, ils savent parce que quand on fait des épreuves, quand je leur organise des petites compétitions, ce qu'ils veulent gagner, c'est des t-shirts de l'équipe de France. Oui. Ou alors, quand je leur donne des coupes, c'est mes coupes à moi que j'ai gagnées, hop, qui partent avec les plus jeunes. Donc, ils savent. Ok, très cool. Et ils sont contents de leur prof. Oui, ils sont fiers et ça les motive. Et puis, ils aiment bien aussi savoir que j'ai commencé exactement comme là où ils sont. Et il y en a certains pour qui ils se disent « Ah, alors ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles, quoi. » Et c'est super sympa. T'as des bons jeunes. Des bons éléments. Ouais, t'en détectes certains qui. Oui, il y en a. Et du coup, ce que je fais, c'est que moi, je me donne pas du tout le rôle de détection, mais ça, quand je vois un enfant qui a un beau potentiel, je l'oriente vers un club. Exactement comme ça a été fait pour moi. Exactement. Je lui conseille, s'il apprécie vraiment le sport, de faire peut-être plus qu'1 heure par semaine et de voir si ça lui plaît toujours autant et d'essayer la compétition. Ouais, trop cool. Toi, c'est quoi tes prochains objectifs 2025, 2026, je sais pas. Est-ce que tu as déjà les choses en tête? Est-ce qu'il y a des compétitions? Je sais pas. Non, honnêtement, alors oui, là, cette année, j'ai des compétitions. Ma prochaine compétition, c'est à la fin du mois au Caire. Et là, ça a été un mois bien chargé puisque il y a eu juste avant Héraclion en Grèce. Et là, j'ai été à Grenoble le week-end dernier. Mais donc je continue sur le circuit. Cette année, j'ai pas d'objectif de résultat. C'est vraiment une année de transition. Et l'idée, c'est de surtout voir où j'en suis, de faire un point et de savoir si je me réengage sur une Olympiade ou pas. Ok, mais c'est trop cool. Tu voyages un peu dans le monde entier grâce à l'escrime. Mais j'ai un frigo rempli de magnettes. De tous les pays. Ouais, quand j'ai commencé, j'étais contente, j'en mettais un ou deux, et maintenant il commence à y en avoir pas mal. Presque la carte du monde entier. Ouais. C'est quoi le pays d'ailleurs où t'as adoré aller? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour différentes raisons. On a fait Cancun. On a bien aimé être dans un bel hôtel, all inclusive. La compétition était à l'intérieur de l'hôtel. Il y avait les plages et les piscines. Donc ça, c'était sympa. J'ai fait une fois l'Afrique avec Dakar. Ouais. Là, c'était une vraie découverte pour moi, qui était totalement dépaysant au niveau culturel. Et après, j'aime beaucoup l'Asie.
Donc la Corée, le Japon, la Chine, j'adore. T'es allée au Japon pour concourir? Mais j'étais remplaçante pour les Jeux de Tokyo. Donc je suis allée au Japon pour faire le stage terminal avec les filles qui ont participé. Et ça, c'est financé par la fédération? Oui. Ah, mais c'est trop bien. Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre sur tes réseaux sociaux? Tu as un Instagram? Sur Instagram, c'est l'endroit où je suis le plus active. C'est Margot Rivkis. Ok, mais on mettra de toute façon dans le lien de YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, on mettra tous tes réseaux sociaux. Si les gens veulent suivre un peu tes actus et voir ce que tu fais, on sait que tu postes de temps en temps. Tu nous as rapporté un objet, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Et le montrer à la caméra, probablement. J'ai amené mon passeport. Parce que, déjà parce qu'il est nécessaire et indispensable pour tous les voyages et qui représente aussi, ce que je pense, la partie que j'aime le plus dans le haut niveau. Il est bien rempli, le passeport, il a tous les tampons. Alors, il est nouveau et pourtant, il ne reste déjà plus beaucoup de pages. Il y a pas mal de visas dedans. Je crois d'ailleurs. Parce qu'à chaque pays, il tamponne, c'est ça, une page? Là, il y a le Japon. Ok. Japon, Tokyo 2020. Tokyo 2020. Il est même... le visa, il était même tamponné avec... Les JO de Tokyo. Ouais. Et ça, c'est trop cool, c'est à garder toute une vie. Ouais. Alors, c'est rare de réussir à garder le passeport. Il faut dire qu'on l'a perdu, sinon, normalement, il le récupère. Ouais. C'est bon, on le perd facilement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. C'est que j'ai tendance à le perdre ou l'oublier. Et du coup, il y a des anecdotes un peu rigolotes. Et ça m'est arrivé de repartir un peu plus tard... et seule après que le groupe soit rentré, parce que j'avais pas de passeport pour rentrer, parce qu'entre-temps, je l'avais perdu en Corée. Ok. Bon, mais là, il est bien là. Et j'ai mis une pochette rouge. Parce que c'est indispensable pour toutes les compètes. Oui. Après, en Europe, ça des fois, on peut en Europe, avec une carte d'identité, ça va, mais si on veut partir en dehors de l'Europe, moi, j'ai 1000 anecdotes comme ça où on a dû annuler des voyages parce que on n'avait pas de passeport. Enfin, les personnes avec qui je partais n'avaient pas de passeport et elle se reconnaîtra. Merci beaucoup, Margot, franchement, d'avoir partagé toute ta passion. Si t'as des choses à rajouter, tu peux nous le dire si tu veux. Non, ça va. Mais j'espère que t'as apprécié le moment. Ouais, je suis trop contente. Très belle découverte. Très belle rencontre. Nous, c'était très cool de t'avoir. Moi, je suis pas un escrimeur pro. J'ai déjà vu des compétitions à la télé, mais j'ai découvert plein de choses. Je t'ai découvert toi. Donc, c'était très, très sympa de venir 1 heure avec nous, découvrir toute la passion autour de l'escrime. Merci, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Margot Rivkis sur Parlons peu, parlons passion. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. On sort un épisode toutes les semaines avec de nouveaux invités. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!